Bonjour à vous, Yoann Duclos, coach de coach et dirigeant de haut débit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas d'une personne qui a suivi le programme Born to Coach. Laurent Chambertin, volleyeur international dans les années 90-2000, est passé par toutes les étapes par lesquelles un coach passe. De la frustration d'un avenir professionnel sombre à la révélation de son potentiel jusqu'à une activité épanouissante. J'ai pu interviewer Laurent dans sa Drôme provençale, comme vous le voyez, dans un cadre magnifique, et il va partager avec vous les techniques de coaching à maîtriser, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, que ce soit avec vos proches ou avec vos collaborateurs, ou encore directement si vous avez une activité professionnelle de l'accompagnement. Voilà, je laisse place à coach Laurent, on se retrouve tout de suite. Salut Laurent. Ça va Yoann? Ça va et toi? Regarde, bon, tout va bien. On est un peu couvert, on n'est pas en été, mais c'est pas grave. Et on s'y fait. Bon, écoute, merci de nous recevoir dans ta Drôme provençale, chez toi. Voilà, je suis vraiment très content que tu partages avec nous ton parcours. Ouais. Et on va attaquer direct. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu as fait dans ta vie et ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah, aujourd'hui, comme tu le sais, hein, je suis coach en accompagnement. J'accompagne les managers, leurs équipes dans leurs problématiques voilà, managériales, problématiques aussi de vie quotidienne. Et en fait, cette posture-là, elle débouche d'un long process qui a démarré avec le sport de haut niveau, puisque j'ai fait, j'ai œuvré, entre guillemets, dans le sport de haut niveau pendant 25 ans. Et déjà à l'époque, voilà, j'étais un peu coordinateur, relayeur, passeur dans le volleyball. Et j'avais ce feeling-là, cette sensation d'avoir besoin déjà d'être relié, d'être relié aux gens, de participer justement à un projet collectif. Et puis, je me suis assez vite rendu compte que ça passait plutôt bien avec les gens, mais il y avait forcément des zones conflictuelles, des zones d'ombre, des zones dans lesquelles je me sentais un peu, voire beaucoup moins bien, dans ce collectif, dans ce relationnel, donc c'était un peu paradoxal. Et donc j'ai vécu la performance, hein, c'est ça aussi qui m'a construit en tant qu'homme et puis en tant que père de famille aujourd'hui. Voilà, cette capacité à aller de l'avant, à rebondir, à aller chercher à la performance. Donc ça a duré 25 ans. Ensuite j'ai entamé ma deuxième vie. J'aime pas employer le mot reconversion, ça me fait mal à l'oreille. Donc j'ai eu ma deuxième vie, mon virage professionnel. Et avec toutes les idées que j'avais en tête, je me suis lancé un petit peu en aveugle dans une carrière de manager. Je m'étais formé entre la fin de ma carrière sportive et donc ce début de carrière managériale. Et donc ces expériences managériales m'ont prouvé que le monde du sport et le monde de l'entreprise possédaient beaucoup de points communs. Et justement, j'ai poussé ma réflexion pour comprendre et puis justement oser vraiment adopter la meilleure attitude, le meilleur comportement et le meilleur projet pour que je sois le plus heureux possible. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fier et très heureux d'être coach, d'accompagner les gens, d'accompagner les équipes, d'accompagner les projets et d'aider justement toutes ces organisations à mieux fonctionner. Dans ta perspective managériale, quand tu as commencé à manager, qu'est-ce que tu désirais? Pourquoi tu t'es lancé dans le management finalement? Moi, c'était pousser les projets, pousser les équipes, créer un élan collectif pour atteindre des objectifs. Alors, c'était les objectifs dans un premier temps sportifs, de développement sportif, parce que j'étais manager d'un club sportif. Ensuite, je suis passé dans le monde du tourisme, où là il y avait une dimension commerciale et une dimension de développement de produits. Donc là aussi, cette notion d'engagement qui m'a toujours animé, je la retrouvais justement dans l'entreprise. Mais pour le coup, avec beaucoup moins d'emprise, du coup sur, enfin pas d'emprise, mais en tout cas un peu d'emprise, ouais. Sur les choses, les relations, les hommes, les femmes, le projet en lui-même. Donc c'est ce goût pour porter les projets, ce goût pour créer
de l'intégration, créer de la cohésion autour d'un projet pour aller chercher la performance. C'est ça qui m'animait et qui m'anime aujourd'hui toujours, mais différemment. Et à quoi tu t'attendais justement quand tu as démarré cette carrière dans la gestion de projet, à l'idée de rassembler, d'avoir une cohésion, avant justement de voir les complications qui allaient arriver, mais voilà, quels étaient tes objectifs, quel était ton rêve à travers ça? Mon rêve, c'était toujours de créer le bien-être autour justement de ce projet-là, d'impliquer le maximum des acteurs, que ce soit en transverse mais aussi en silo. Ouais, c'était vraiment cette volonté de créer une organisation, un contexte favorable au bien-être, favorable à la performance et puis favorable au développement aussi personnel, de ne pas rester campé sur ses acquis, de toujours aller chercher le challenge, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'animait dans un premier temps. Et j'ai été confronté, comme la plupart des jeunes managers, à la difficulté. Ouais. Parce qu'il me semble que tu as eu une expérience d'entraîneur, notamment. Voilà, et autres. tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, justement, comment justement tu as quand même revu un peu tes espoirs, tes espérances, tes aspirations par rapport à ces problèmes? Bien sûr. Cette première expérience, en fait, elle venait pas au fond de moi, déjà. Elle n'avait pas de sens. Je suis parti, comme je vous le disais au départ, un peu en aveugle. Pas contraint et forcé, mais en aveugle, parce que ça titille toujours un peu d'aller, de quitter le terrain et de vouloir transmettre ce qu'on a réussi à faire en tant qu'athlète. Et donc, je suis parti un peu en aveugle, avec un manque pour le coup, de réflexion et d'analyse sur le contexte global, sur le contexte dans lequel je me m'étais plongé. Donc ça m'a forcément amené à certaines désillusions. Et surtout, ça a créé de la souffrance chez moi. Donc le fait de manquer d'analyse, on va dire, avant de s'engager, de pas assez, je pense, avoir réfléchi sur pourquoi je suis fait, ou alors est-ce que ça m'intéresse vraiment de prendre ce rôle-là. Je pense que c'est ça qui est assez piégeux. Alors qu'au départ, quand je m'étais lancé dans le projet, j'avais plus un rôle de manager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de coordinateur. Et puis, par la force des choses, j'ai été amené à vraiment entraîner, coacher, manager le projet, de l'équipe jusqu'au projet global. Donc ça faisait un peu beaucoup. Et je me suis perdu. Mais ce qui t'a amené à te lancer dans cette carrière d'entraîneur, c'est un peu, quand tu dis que c'était pas vraiment réfléchi et que tu t'es lancé de manière aveugle, est-ce que tu as fait ça parce que c'est un peu le cadre de reconversion d'un joueur classique, ou c'est une opportunité, c'est quoi ça? C'est les deux. Ça peut effectivement être un cadre de reconversion pour beaucoup. Mais moi, j'étais rentré dans le projet pour manager le projet. Et en fait, par opportunité, que j'ai saisi, j'ai dit oui. J'ai pas réussi à dire non à l'époque. J'ai dit oui, alors que je l'avais pas au fond de moi-même, d'être au quotidien sur le terrain avec les athlètes, enfin avec les sportifs, pour essayer de transmettre le mieux ce que je voulais, et puis surtout atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et c'est là où justement, quand on fait le focus sur les objectifs, on n'avait pas les mêmes objectifs du tout. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut obligatoirement une grosse réflexion, une grosse analyse de ce qu'on veut vraiment faire, et puis éviter de basculer sur des projets par opportunisme. Oui. Et donc après cette expérience, il s'est passé des choses, mais tu as eu une nouvelle expérience, cette fois dans le tourisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que déjà je changeais entre guillemets de statut. Parce que dans mon sport j'avais un statut de sportif référent, sportif international, donc qui était logiquement respecté et écouté, même si ça n'a pas été le cas sur mon expérience. Et là en fait je me plonge dans un univers que je ne connais pas du tout. C'est vraiment une découverte.
Et donc un gros enthousiasme comme d'habitude, une notion d'engagement qui fait partie de moi, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, une fois de plus, alors, pas une méconnaissance, mais un manque justement de repères sur ce nouveau contexte. Donc là pour le coup, beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de communication aussi, beaucoup plus d'écoute aussi, de savoir comment ça se passe, et puis surtout une adaptation par rapport à ce nouveau contexte-là. Donc une belle expérience, vraiment une très très belle expérience avec un gros challenge à mener. Malheureusement, voilà, il y a des événements qu'on ne maîtrise pas, une fois de plus, qui est venu casser un peu cette dynamique. Donc je suis sorti du projet malgré moi. Et suite aux élections municipales de la ville où j'étais. Et donc j'ai été sorti, malgré moi, comme je le dis. Et ça a été encore une grosse souffrance, parce que je voyais derrière ça une forme d'injustice, puisque je faisais bien mon travail, et puis que le projet avançait. Et donc j'ai eu vraiment un gros coup au moral après cette expérience. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à mener une réflexion sur dans quelle mesure j'allais continuer à m'engager, comme moi je sais m'engager, à savoir à 100%, je ne sais pas faire autrement. Comment j'allais réussir justement à mieux maîtriser cet engagement-là, et surtout à ne pas subir ces formes d'injustice, d'incompréhension, tout ce qui tourne autour de l'entreprise aujourd'hui. Ouais, justement, alors avant qu'on aille un petit peu plus loin justement sur ce rebond, justement, qu'est-ce que tu te disais quand tu as traversé cette période de frustration? Beaucoup de choses. Déjà de la douleur interne, que j'étais bon à rien, que j'étais pas adapté, que finalement, à part faire du sport, alors que j'étais formé pour le management, ça marchait pas. Tu as un diplôme en plus de... J'ai fait un master en management à Lumini, donc voilà, tous les signaux étaient positifs, mais l'intégration, l'adaptation, et puis cette forme d'injustice que j'avais toujours un peu en bouche, ça me faisait souffrir. Et c'est de ne pas être à ma place, de ne pas trouver sa place, d'avoir plein d'idées, mais finalement de ne pas réussir à trouver le sens, justement à ordonner, trouver le sens et à comprendre sur quoi tu es bon, pourquoi tu es fait, dans quel contexte tu peux t'exprimer vraiment. Voilà. Et là, ça a commencé à cheminer. Et pour le coup, heureusement, la vie fait bien les choses. On s'est rencontrés, Johan. Et même si j'avais déjà cette réflexion, tu m'as aidé à me poser les bonnes questions. Et puis à comprendre, à mieux me comprendre. Et surtout à définir le projet que je suis en train aujourd'hui de vivre au quotidien. Dont on va parler tout à l'heure, mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à me faire confiance, puisque tu étais quand même dans un système où tu étais enclin quand même à la méfiance vis-à-vis des gens. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à me faire confiance, et qu'est-ce qui t'a surtout boosté dans les échanges qu'on a pu avoir et qui t'ont donné envie d'aller dans ce sens-là? La confiance, c'est la clarté. Dire, quand tu m'as expliqué, quand on a abordé ce sujet, enfin les sujets qui composaient donc ce nouveau projet, ça a été très clair. Ça a été très clair dans les besoins que j'avais. En tout cas qui émergeaient. Donc ça m'a... non seulement ça a créé le lien de confiance, mais ça a fait émerger aussi la nécessité chez moi de passer par ce travail-là. Donc si tu veux, le fait que quelqu'un comme toi, qui faisait pas partie de mon milieu, me challenge à ce point-là, et crée chez moi cette prise de conscience, et que ça soit tellement évident chez moi, parce que finalement je l'avais en moi, mais j'arrivais pas à le révéler. Bien sûr. Forcément ça
ça a boosté, ouais, ça a créé, ça a connecté la confiance que je t'ai donnée. Et puis il y a aussi l'intuition. Bien évidemment, moi je suis quelqu'un d'assez intuitif, même si ça m'a joué des tours dans ma vie, beaucoup moins maintenant. Mais voilà, j'ai fait confiance à mon intuition et par rapport à l'exposé que tu m'as fait de cette approche, de cette posture de coach que tu sentais en moi, et le fait de venir me challenger justement sur des zones d'inconfort. C'est là où ça a été une révélation d'un côté, et puis d'un autre aussi un objectif pour moi d'avancer pour construire mon nouveau projet, enfin, un projet stable, un projet pérenne et surtout un projet dans lequel je prenais du plaisir. Donc après cette décision finalement d'aller de l'avant et dans cette direction, Ouais. qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en œuvre? J'ai continué, hein, j'ai poursuivi la réflexion. J'ai quand même parallèlement, parce que il faut travailler, j'ai continué à chercher des postes de manager, de projet, toujours dans le tourisme, mais aussi dans le monde du sport. Et ça a été une période de 6-8 mois très compliquée, très compliquée, parce que justement, j'avais pas de feedback positif, donc j'étais vraiment en souffrance, presque en dépression. Et donc, je me souviens très bien du moment, c'est justement après un entretien qui s'était mal passé, je me suis dit basta. Et je me suis reconnecté, même si j'avais l'idée, qui était encore une idée, qui n'était pas encore un projet. Je me suis dit, il faut que je travaille ce projet. Il faut vraiment que je travaille ce projet. Et donc, je t'ai recontacté pour savoir comment ensemble on pouvait, tu pouvais m'aider, m'accompagner sur la véritable construction de ce nouveau projet. D'accord. Et ça a démarré donc par... Ça a démarré par de l'échange. Et puis, bien évidemment, un engagement dans une formation, parce que même si tu sens que tu as des choses en toi, même si tu as envie, tu as l'objectif d'aider les gens, il faut passer par, je pense, par la case formation, qui est pour moi fondamentale et obligatoire. Et puis, c'est le fait de se nettoyer, de se faire coacher. Donc du coup, j'ai franchi la porte, j'ai franchi le pas, et je me suis lancé dans cette aventure, parce que pour moi aujourd'hui le coaching c'est une vraie aventure, parce que tous les jours ne se ressemblent pas, tous les coachings ne se ressemblent pas, toutes les cohésions ne se ressemblent pas, et c'est ça qui est génial. Et donc tu t'es formé, on a travaillé ensemble, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi après, dans le cadre de ton projet, avec cette formation et les compétences que tu avais acquises et cette transformation de ta personnalité? Un déclic. Un déclic majeur qui aujourd'hui m'apporte une sérénité assez incroyable. Dans le sport de haut niveau, on parle de flow. Ouais. Quand on fait les choses quasi naturellement. Je suis pas encore dans une phase de flow dans le coaching, mais je me rends compte que je m'approche. Vraiment, je m'y approche. Et puis cette notion de bien-être qui est juste incroyable. Donc c'est ça aujourd'hui qui me pousse et qui me dit que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix de me remettre une nouvelle fois en question, mais pas juste sur une question de contexte ou de projet. Non, c'est une vraie remise en question au plus profond de moi-même, d'aller chercher mes véritables ressorts de performance et de bien-être, et de réussir aujourd'hui à mieux comprendre les contextes dans lesquels je suis immergé en termes professionnels, mon contexte privé. Il y a tout ça qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus aligné,
et qui est beaucoup plus porteur de sens et de bien-être. Alors justement, parce que dans le coaching, c'est vrai que ça peut être très abstrait finalement, hein, les résultats, les bénéfices. Quand on parle de flow, de fluidité, de bien-être, etc., on ne sait pas trop comment le mesurer. Justement, est-ce que tu aurais quelques points concrets et mesurables que tu pourrais partager et que tu as repérés pour le donner aux gens, quoi, et rendre concret vraiment ces bénéfices? Le premier levier, c'est la synchronisation, hein, dont on parle régulièrement dans le coaching. C'est de réussir à vraiment trouver et créer le bon espace de communication. Et ça, quand justement on n'y est pas sensible, on n'y pense pas. Donc ça, c'est vraiment un outil, en tout cas une posture, qui aujourd'hui concrètement m'apporte un bénéfice dans la connexion et la communication avec l'autre ou avec les autres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le scan, on peut appeler ça comme ça, hein, dans notre jargon, c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, scanner la personnalité. Là aussi, je vous disais tout à l'heure que je faisais aujourd'hui, enfin, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que je faisais trop confiance à mon intuition, à mon feeling, et souvent ça me jouait des tours. Donc là, le fait de maîtriser un modèle, hein, justement de scan de la personnalité, me permet justement de détecter la personnalité de mon interlocuteur ou de mes interlocuteurs. Donc là aussi, c'est un bénéfice assez fort et pour le coup concret et mesurable, parce que je repère. Aujourd'hui, je repère, et comme je sais aujourd'hui quels sont les interlocuteurs auxquels je ne veux pas parler, auxquels je ne veux pas avoir affaire, maintenant c'est clair. Donc voilà. Ensuite, il y a forcément le questionnement. Le questionnement, hein, savoir poser des questions et jongler, justement, avoir cette gymnastique de questionnement et d'écoute, justement, par rapport à la synchronisation. Donc cette technique de questionnement, là aussi, ça permet de créer une communication positive et surtout pérenne. Avant, j'avais tendance à, si mon interlocuteur ne pense pas comme moi, crac, tu te fermais, question fermée, et puis au revoir, et puis on reste sur nos incompréhensions, chacun dans nos mondes, et ça avance pas. Aujourd'hui, grâce à cette technique, en tout cas c'est pas un art, mais en tout cas cette notion de savoir poser les questions, savoir quand poser les questions, quel type de questions poser, là aussi ça, non seulement ça booste la communication, mais ça crée un effet qui est assez aussi incroyable chez l'interlocuteur. Et le dernier point, c'est pas le moindre, c'est celui avec lequel j'avais pas des difficultés, mais en tout cas j'étais j'étais en difficulté, et tu le sais, c'était la gestion des émotions. Effectivement, aujourd'hui, de comprendre le mécanisme des émotions et la réponse que tu dois aller chercher, hein, la solution que tu dois aller chercher pour apaiser ces émotions quand elles sont trop fortes. Là aussi, dans les interactions que je vis au quotidien, dans les événements de la vie qui te tombent dessus, là aussi concrètement, je peux te dire que c'est un bénéfice énorme. Bien sûr. Alors donc tu disais la synchro, le scan, le questionnement et la gestion des émotions. C'est pas mal, au moins ça c'est clair, c'est précis. J'imagine que ça change quand même pas mal de choses dans ta vie. Ça change, oui, ça. Alors fondamentalement, non, parce que j'ai pas changé de structure familiale. Bien sûr. Parce que même si j'ai eu des périodes où je travaillais pas, mais bon, c'était des périodes courtes, donc. Mais à l'intérieur de tout ça, c'est une forme de bien-être et puis une forme c'est une quête de sens, quoi. Je veux dire, aujourd'hui je m'engage, mais il y a du sens derrière, il y a de la cohérence, et puis il y a du positif partout. Ouais. Voilà.
c'est ça qui m'a aussi énormément apporté. Le fait de prendre cette posture de coach, c'est d'effacer et de plus regarder le positif, le négatif par contre, de plus être impacté par le négatif comme je l'étais avant, où je focalisais sur la problématique plutôt que d'imaginer les solutions. Oui. Et justement de concentrer toute mon énergie et tout mon psyché pour aller chercher la solution, pour essayer de comprendre. Non, je le bloquais sur la problématique et puis tu tournes en rond et puis tu deviens... alors il y en a qui deviennent fous, il y en a qui deviennent bêtes, il y en a qui deviennent insupportables, enfin voilà quoi. Donc ouais, ça a révélé en tout cas tout le potentiel humain que j'ai et pour donner, pour partager, pour créer le lien. Parce que c'est ça, moi c'est comme ça que j'aime vivre. Ouais. Comme par hasard, dans le cadre de ton projet professionnel aujourd'hui, lorsqu'on échange, chaque fois tu me dis j'ai un nouveau coaching, j'ai un nouveau contrat, tiens j'ai des demandes, tu postes un truc sur LinkedIn, tu as 10 demandes, c'est quand même incroyable. Donc qu'est-ce qui fait que tu es dans cette attrait comme ça et que tu intéresses justement à ce point-là les gens? Je pense que les gens voient comme je te disais, de la cohérence dans mon parcours. Parce qu'en fait, quand tu rentres en contact et en communication avec les gens, je parle beaucoup de mon parcours justement, qui est du coup inspirant, en tout cas je pense. Cette sincérité aussi, cette sincérité que voilà, pas que je m'oblige parce que c'est naturel chez moi, voilà, cette sincérité qui transpire quand voilà, je suis en interaction avec les gens. Et puis voilà, cette capacité de créer de la confiance, de déclencher plutôt de la confiance, je sais pas, sur mon visage, avec ma voix, avec les mots que j'utilise. Je pense que c'est un mix de tout ça qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai une activité qui est, c'est pas non plus, je coach pas tous les jours, hein. J'aimerais bien, mais c'est pour un démarrage, c'est plutôt positif. Effectivement. J'en connais quelques-uns qui aimeraient bien avoir ton activité déjà. Voilà, non, je suis super content, c'est vrai que puis c'est aussi un moteur. Le fait d'avoir ces sollicitations, c'est aussi un moteur. Et là, je pense que les gens voient dans ma démarche cette notion justement de vérité profonde et vraiment l'envie d'accompagner l'envie et même la nécessité d'aider et d'accompagner. Ouais, presque un devoir finalement. Ouais. En tout cas, moi, c'est le devoir que je me à ce niveau-là. À ce niveau-là, ouais. Okay. Et c'est vrai que dans les échanges, très vite, on bascule là-dessus. Les gens me posent ces questions-là. Mais pourquoi? Et donc, du coup, c'est bien parce que, je te disais, ça déclenche la confiance parce que je suis sans filtre. Ouais. Et du coup, le fait de savoir dire non aujourd'hui et de pouvoir dire non, là aussi, dire je me cache plus, quoi. Je veux dire, je suis sans filtre, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis le mieux, c'est comme ça que je peux vous apporter le plus. C'est comme ça que je peux créer en vous une certaine forme d'évolution, de transformation, de rebond. Donc je pense que ouais, ça transpire. Ouais. Mais justement, là, ce que tu dégages là quand tu nous parles, et puis l'attrait aussi que tu as vis-à-vis des gens, mais bon, on va pas se le cacher, c'est parce que tu es sportif de haut niveau que ça match. Non, oui et non. Oui, parce que bien évidemment, les gens, ils voient mon nom, donc ils vont se renseigner. Et je parlais de mon parcours. Oui, ils voient que j'ai fait du sport de haut niveau, mais ça fait pas tout. Tu sais, ça fait pas tout. Le sport de haut niveau, dès qu'on sort du terrain, c'est terminé. Hein. Moi, ma dernière sélection en équipe de France, c'est septembre 2001. Et depuis, il n'y a jamais personne de mon sport qui a pris des nouvelles de moi. Donc, non, le fait d'être sportif de haut niveau, ça ouvre pas des portes. Ça crée pas ça a une petite plus-value
Mais derrière, il faut avoir des compétences. Il faut avoir un projet, il faut avoir une cohérence. Ouais. Si tu n'as pas ça, Ouais, c'est pas tapis rouge non plus. c'est Quoi. pas tapis rouge Ouais. du tout. Au contraire, Mm. je dirais même. Parce Ouais. que, ah ouais, tu as été sportif de haut niveau, ah, Mhm. vas-y. Et souvent, tu es target même. Ouais. Donc du coup, non, ça rapporte quand ton projet est cohérent, ton projet a du sens et qui correspond à ta vraie personnalité, c'est une petite plus-value, bien sûr, parce que Bien sûr. tu as activé des ressorts qui sont pas donnés à tout le monde, il faut le dire. Mais c'est pas tapis rouge, ça c'est clair, il faut Ouais. enlever ça de la tête des gens. C'est pas parce que tu as été sportif de haut niveau que tu vas être, Ouais. surtout en France. Le réseau que tu t'es créé de toute manière, tu le dois qu'à toi, à ton travail, à la formation, à tout ce que tu as mis en place après ta carrière. Exactement, le réseau ça se travaille, on a tous un réseau. Et justement, dans le sport du niveau, on est amené à côtoyer beaucoup de personnes. Donc là aussi, une forme d'intelligence de construire ce réseau, de l'entretenir. Ça aussi. C'est pour ça que je disais, une fois que tu es sorti, Ouais. bon, alors après, tu peux l'entretenir et c'est là où justement où tu détectes, pour le coup, tes alliés de tes ennemis. Donc oui, cette forme de réseau, on l'a, mais c'est pas pérenne. Ouais. Il faut l'entretenir, il faut le travailler, et puis il faut l'adapter justement à son projet. Mhm, bien sûr. Donc le réseau ne fait pas tout, le sport de haut niveau encore moins. Ce qui fait avancer les gens, c'est pour moi la cohérence de qui on est par rapport à ce qu'on veut faire. Et justement, par rapport à cette cohérence-là, à quel moment, est-ce que tu as un moment précis ou un événement, une situation peut-être, où tu t'es rendu compte que tu étais, ou que tu devenais une source d'inspiration pour les autres? Est-ce que tu as en mémoire quelque chose? Justement, ça a été ce que je te disais tout à l'heure, ça a été un peu un fil rouge. J'ai toujours attiré Oui. les gens, j'ai toujours beaucoup de potes à l'école, au bahut. Après, dans mes équipes, j'étais celui vers qui on venait se confier, on venait demander un conseil. Donc je sentais que j'avais ça. Mais après, comment l'utiliser? Comment amener un bénéfice par rapport, déjà dans la relation et par rapport au projet? C'est ça que j'avais du mal à faire. Alors oui, c'était de temps en temps un peu flatté, ça flattait un peu mon ego. Mais finalement, quand tu creusais un peu en production, il y avait un gap, quoi. Il y avait un déficit du coup. Ouais. Et en fait, plus j'ai avancé dans ma vie, plus je me suis intégré et adapté à différents projets. J'avais toujours cette notion de créer la confiance, attirer la communication. Et ça, je l'ai toujours eu. Mais la bascule, ça a été justement le jour où je me suis dit, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que t'en fais de ça? Qu'est-ce que t'en fais? Puisque là, oui, ta carrière de sportif, ok, il y a eu des hauts, des bas, mais c'est pas le sujet. Mais après, sur la suite, j'avais ça, mais j'optimisais pas ce potentiel relationnel, ce potentiel qui m'animait. Et pour le coup, c'était ce que je voulais faire, c'était ce que je voulais aider. Donc il manquait quelque chose. Et c'est là où on revient sur la réflexion et puis dire voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut que je travaille sur moi pour aller comprendre pourquoi ce gap, où il se situe et comment je vais faire pour vraiment mailler ce que je suis vraiment et ce que je peux apporter. Et justement, s'il n'y avait pas eu ce gap-là, cette étape-là, qui a permis de basculer et finalement de comprendre comment tu allais pouvoir utiliser ce potentiel et de le transformer, de le révéler et de l'utiliser après. Okay. Qu'est-ce qui se serait passé, à ton avis, si il n'y avait pas eu ce passage? Moi, je pense que j'aurais poursuivi mon chemin chaotique. Je suis persuadé que j'aurais peut-être trouvé des projets sur lesquels m'intégrer. J'aurais continué à être sympathique et à créer du lien. Mais c'est le sens de tout ça. Si c'est juste pour
avoir une collection de relations et puis enchaîner projet sur projet, non. Construction, performance durable et puis surtout alignement. Moi je pense que je me serais jamais aligné, tu vois, j'aurais jamais trouvé cet alignement qui aujourd'hui me met dans un bien-être et dans des pas dans des perspectives, mais dans des conditions mentales optimisées. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça aurait... voilà, qu'est-ce qui manque, si tu veux, qu'est-ce qu'il aurait manqué et qu'est-ce qui ferait que ça continuerait dans ce sens-là? Qu'est-ce qui manque à ce moment-là pour que, justement, c'est de la compréhension de qui on est vraiment. Voilà. C'est la compréhension de qui on est vraiment. Okay. C'est d'aller se poser les vraies questions, comme je te disais. Donc ça, c'est le facteur clé, finalement. Voilà, c'est ce qui déclenche. Du changement. Du changement. C'est de se dire, putain, là, avant, j'y allais pas. Ouais, je sais, mais c'est toujours la faute des autres. Ou alors, j'ai pas vraiment envie, là, je ferai demain. Ou, non, mais lui, il comprend rien. Donc voilà, c'est de rester sur ses réflexes, sur ses principes, sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être à côté, quoi. Ouais. Le fait de ne pas être connecté à qui tu es vraiment. Et donc du coup, tu répètes ces mécanismes qui n'apportent rien. C'est ça. Qui n'apportent pas de bénéfices sur les situations et qui ne t'apportent pas de bien-être. Parce que derrière, boum, où tu vas prendre une décision que tu vas dire c'est injuste et tout, ou alors non, ça marche pas parce que t'as pas été chercher ce qu'il fallait, t'as pas déclenché ce qu'il fallait. Donc dans la compréhension de qui on est vraiment et dans le mécanisme, enfin pas le mécanisme, le processus de connaissance de soi pour justement comprendre dans ce contexte-là, j'y vais pas parce que c'est pas raccord avec mes valeurs. Donc, ou alors j'y vais, mais avec beaucoup de recul. Et là, je ne vais pas m'engager parce que c'est pas mes valeurs. Ou alors un contexte justement que tu vas repérer positif, le contexte, mais il y a une personne qui te dérange un peu. Avant, tu disais, j'osais pas. Mais non, mais je vais aller lui parler. On va aller communiquer sur comment on fait ensemble pour porter le projet, trouver les solutions. Donc voilà, c'est tout ça qui est aujourd'hui est beaucoup plus clair chez moi et me permet d'être ouvert au maximum de projets et de personnes. Et justement, alors l'effet déclencheur, c'est la connaissance de soi, okay. Mais qu'est-ce qui après permet la transformation, la révélation, la mise en mouvement finalement de ce changement? Expérimentation. Quand je disais il faut aller oser, créer la communication avec quelqu'un qu'on ne sent pas vraiment, mais qui fait partie du projet, il faut y aller. Et après, analyser ce qui s'est passé en conscience et en honnêteté intellectuelle pour que, une fois de plus, décider si c'est bon ou pas. Donc, l'expérimentation, le fait d'oser communiquer, le fait d'oser se positionner, le fait d'oser dire ce qu'on ressent, quelles sont les émotions qui m'animent à ce moment-là, le fait d'oser dire non, je ne suis pas OK avec ça, ça ne me correspond pas. Donc tout ça fait que tu peux avancer. Parce que tu as des feedbacks qui sont positifs ou négatifs, qui te disent si tu es sur la bonne voie ou pas. Donc oui, l'apprentissage des modèles, l'apprentissage des outils et surtout le fait de travailler sur soi pour mieux se connaître, ensuite il faut y aller, il faut se mettre en action. Donc l'action c'est expérimenter dans l'interaction et dans ce que tu as envie de faire. Parce que chaque coach est différent. Donc moi j'ai on va dire ma déontologie bien évidemment, mais en tout cas mon cadre de référence dans lequel je veux opérer, qui est peut-être pas forcément le même que le tien et pas le même que celui d'un autre. Mais dans ce cadre de référence,
y aller, et puis avoir le courage de débriefer, d'analyser ce qui se passe, ce qui se crée ou ce qui ne se crée pas. Alors tu veux dire que cette expérimentation, tu as pu la mettre en œuvre dans le cadre de la formation? Oui. C'est ça qui était super, et c'est dans un cadre sécurisé, oui, dans un accompagné. cadre sécurisé, et puis c'est surtout le format qui est pour moi, enfin voilà, non seulement il y a eu le fit et ça a été un flash pour moi, mais derrière le format que tu proposes, pour moi c'est le meilleur, parce que tu apprends par l'expérimentation, tu apprends par le fait de faire, de te confronter à la situation. Ouais. En toute bienveillance, sans jugement, dans un cadre justement où tu peux tout exprimer, tes émotions, c'est ok, on est ok avec ça. Et donc, dans ce contexte-là, voilà, le fait de s'ouvrir, hein, de se livrer, de passer par des émotions fortes, et puis en même temps, avoir une vision sur des outils, des techniques, des modèles, et on expérimente comment on fait pour, comme je disais tout à l'heure, mailler tout ça. Déjà pour toi, opérer, et puis après pour diffuser ce que tu as envie de diffuser, à savoir du positif, et du rebond, et de la prise de conscience. Alors là, je passe à un point où je me remémore une scène, et justement, on se disait, enfin en tout cas, je te disais que tu étais parti fort dans ton activité, et c'est vrai. Je me rappelle une des premières sollicitations que tu as pu avoir. Oui. On s'était appelé, et tu te rappelles, tu te sentais illégitime par rapport à ce... Ouais, il y avait cette notion de... D'ailleurs, tu étais encore dans la formation. J'étais encore dans la formation, ouais, il y avait cette forme d'illégitimité parce que j'étais pas encore certifié, même si c'était de l'exercice. Mais cette forme d'illégitimité parce que j'avais pas encore... c'est pas une question de confiance. Il y a un petit peu de confiance, mais c'est de compréhension. J'avais pas encore la compréhension du potentiel, enfin du pouvoir faire évoluer les gens. Et donc la personne dont tu parles, qui était en place, et en plus on avait quand même un lien. Donc c'était un petit peu problématique, hein. Tu m'avais mis en garde, je me souviens. Mais du coup, après justement cette supervision, hein, ce coaching que tu as fait avec moi, là aussi, à la fin de notre échange, je me suis dit, mais de toute façon, si tu n'essayes pas, donc vas-y, une fois de plus. Par contre, crée le contexte, blinde le contexte, justement, de communication, le cadre, pas le contexte, pour que justement cette forme de légitimité, dès les premiers mots, puisse s'effacer et tout de suite, une fois de plus, créer de la confiance. Non seulement chez l'autre, mais aussi chez moi. Ouais. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu peux partager ton ressenti à l'issue du coaching, parce que ça c'était avant, d'accord, et puis tu as fait le coaching, ok, enfin, tu as fait l'accompagnement, parce que ça s'est passé même sur plusieurs séances, au final. Bénéfice. Est-ce que finalement la question de légitimité que tu t'étais posée avait lieu de se poser? Non, justement, c'est pour ça. Quand il y a de la cohérence et quand il y a de la sincérité et qu'on lâche les filtres, justement, ça c'est un filtre. La légitimité, c'est un filtre. Donc, une fois que tu effaces tout ça et que tu te livres vraiment, ça passe. Et donc du coup, les bénéfices, ils ont été... le résultat a été bénéfique, les résultats ont été positifs, dans le sens où la personne en question, j'ai réussi à lui faire prendre conscience que la posture dans laquelle il était, elle n'était pas négative, mais c'était un frein à son évolution. Et il a réussi à imaginer une solution
Et il a osé créer la communication qui manquait justement pour clarifier son projet. Et du coup, voilà, il a... Alors non seulement il s'est ouvert, mais lui aussi il a pris une dimension. Ouais. Justement la dimension qu'on attendait de lui. Bien sûr. Et donc du coup, bénéfice dans ce sens-là. Après moi j'en ai tiré aussi des bénéfices. Parce qu'on a renforcé notre amitié. Et que du coup, l'histoire n'est pas terminée. C'est beau ça c'est très beau ça. Ça c'est un scoop. Ouais. Alors que finalement, tu étais en apprentissage quoi, et que tu as permis en fait par cet accompagnement d'aboutir à ces résultats-là. C'est quand même magnifique. En tout cas pour ceux qui nous regardent et qui se sentent illégitimes. Voilà, c'est un beau partage. Ouais, il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça c'est des blocages, des croyances qui sont limitantes. Et du coup qui te freinent dans ton évolution. L'expérimentation et l'analyse du débrief que tu dois faire, c'est ça. C'est ça qui fait avancer, c'est ça qui donne le sens et la cohérence. La légitimité, qui c'est qui la décrète? Ouais. Qui c'est qui la décrète, la légitimité? Laurent, on va faire un beau cadeau aux personnes qui nous regardent, parce qu'ils t'ont longtemps écouté jusqu'à maintenant. Et on va délivrer le paquet. Il est temps maintenant de dévoiler le meilleur outil du coach. Voilà, si tu le veux bien, parce que c'est vrai que dans la plupart des formations de coach, que je connais en tout cas, le travail consiste en présentiel à appliquer des exercices, appliquer des outils, à s'entraîner justement à appliquer, que ce soit en préparation mentale ou dans le cadre de coaching, d'exercices de relaxation, d'imagerie et autres, voilà, des techniques de gestion des émotions. On est par trois, il y a un coach, un coaché, un médiateur et puis on tourne, voilà, donc ceux qui en ont fait le savent. Ouais. Et c'est vrai que quelquefois, en fait, ou en tout cas quand on est jeune coach, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va appliquer la technique. On ne sait pas à quel moment on va appliquer l'outil. Et ça manque de cohérence parfois. On va forcer un peu les choses alors que l'outil doit venir à un moment bien précis que je dévoilerai dans une autre vidéo, dans le processus SADI. Il doit venir en cohérence, il doit faire sens avec la personne, ça doit devenir naturel. Sauf que c'est vrai que quand on ne maîtrise pas le questionnement, comme tu l'as dit, eh bien, on a tendance à tomber dans l'explication, dans l'information, dans l'éducation de la personne, ou même à le conseiller, tu vois, à lui dire ce qu'il faudrait faire, parce qu'on est à court de questionnement, ou alors on sort de la trousse à outils, hop, on sort du chapeau, pouf, tiens, allez, fais-moi cet exercice de relaxation ou autre. Évidemment, ça ne marche pas. Donc j'aimerais que tu dévoiles à nos chers spectateurs quel est pour toi le meilleur outil du coach. Le meilleur outil du coach. C'est quoi? Le meilleur outil du coach, c'est soi-même. C'est soi. Le meilleur outil, c'est soi. Tu veux dire, c'est pas une technique? C'est pas un protocole? C'est de s'approprier tout ça. Mais le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même. Si le coach ne se connaît pas suffisamment, si le coach ne connaît pas ses limites de compétences, si le coach ne connaît pas justement son système de valeurs, si le coach n'a pas travaillé sur ses croyances et ses principes, il a beau connaître par cœur les protocoles, les outils, les patins, les couffins, ça ne marche pas. Il faut obligatoirement passer par ce process d'introspection, de connaissance profonde de soi, pour pouvoir ensuite créer l'espace idéal de communication où il n'y aura que du questionnement. Le bon coach, pour moi, il ne parle pas beaucoup. Tac, petite question par-ci, tac, une petite question par-là, une reformulation. Et puis effectivement, oui, quand il y a une émotion ou un gros nœud qui émerge, bon bah là effectivement, on adopte le travail avec des outils, mais pour moi le meilleur outil du coach, c'est soi-même. Il faut se connaître par cœur.
et il faut être en cohérence avec soi-même. Et je rajouterais, il ne faut pas s'endormir. Même quand on se connaît, il faut continuer à se poser ces questions-là. Il faut continuer à aller chercher des infos. Il faut aller, oui, alors, la formation pour la formation, c'est pareil, peut-être pas. Mais en tout cas, rester attentif et sensible à des nouveaux concepts, à des nouveaux modèles. Mais pour moi, le socle, c'est la connaissance de soi. C'est si je me connais vraiment, même si j'ai pas une super connaissance des outils, ça va passer quand même. Alors justement, est-ce que tu pourrais donner un nom à l'outil que tu es devenu? Ben, moi, je m'appelle Laurent Chambertin, c'est tout. Je suis un outil bienveillant, un outil inspirant. Outil d'évolution, de transformation, outil de prise de conscience. En tout cas, Laurent, moi je te félicite pour ce parcours, pour ce beau parcours, parce Merci. que voilà, je savais que tu avais les qualités humaines au départ, et pas seulement lorsqu'on s'est rencontrés, parce que moi j'étais fan de toi sur les terrains, j'étais gamin, hein, tu es un peu plus vieux que moi quand même. Mais voilà, c'était du temps des Barjots, voilà, c'était la grande équipe de volleyball et tout, et voilà, il y avait un mec sur le terrain qui me faisait kiffer, c'était toi. Voilà. Parce que voilà, à travers ton poste, à travers ta générosité, à travers ce que tu transpirais, mais justement, il y avait ces qualités humaines. Et après, quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'à travers toute l'histoire de vie que tu m'as racontée, à un moment donné où tu n'étais pas au meilleur, hein, voilà, de toi, même malgré ça, si tu veux, moi je savais qu'il y avait ce potentiel qui ne demandait qu'à être révélé. Je te l'ai dit, je te l'ai partagé, et aujourd'hui on est 3 ans plus tard, 2 ans, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, tu vois. Et voilà, donc je suis vraiment content de ça. Merci, Et j'aimerais aussi, du coup, parce qu'on va clôturer cette vidéo, que tu partages avec nous quels sont les impacts dans tes autres domaines de vie et quels sont les bénéfices que tu as pu voir aussi, que ce soit dans le domaine personnel ou d'autres domaines de ta vie. Qu'est-ce que tu as pu percevoir? Justement, je te parlais des émotions, hein, c'était un des nœuds bien emmêlés en moi, qu'on a réussi justement à démêler, à fluidifier. Donc cette gestion des émotions, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, hein, pour parler de certains sujets, notamment, moi j'ai été frappé par des décès dans ma famille. J'ai perdu un grand frère quand j'étais ado, et ça a marqué ma personnalité, ça a marqué mon mental, et justement j'avais jamais travaillé sur voilà, ce trauma-là, caché, et souffrance interne qui de temps en temps émergeait. Je pouvais pas en parler, je pouvais même pas voir la photo de mon grand frère, tu vois, donc c'était et du coup aujourd'hui ce travail-là d'acceptation, de compréhension du mécanisme de ces émotions-là, qui fait que si tu restes dans cette boucle-là, tu souffriras toujours. Aujourd'hui, le fait d'avoir transformé ce trauma, cette douleur, cette peine, c'est une force pour moi. Voilà. Et du coup, malheureusement, j'ai eu un décès, j'ai perdu ma maman cet été, et forcément, c'est dur, c'est très dur même. Mais tu vois, grâce à cette approche, hein, de la gestion des émotions, de savoir maîtriser, contrôler, de s'autoriser aussi à pleurer, à crier, ça va, maman elle est là, Toff il est là, et c'est une force qui m'anime aujourd'hui. Alors que il y a 3 ans en arrière, c'était un poids énorme. Donc voilà, en toute sincérité, voilà ce que ça m'a amené aussi chez moi, dans ma personnalité, je parlais du bien-être tout à l'heure, aller beaucoup mieux avec moi-même, accepter les événements de la vie qui nous impactent, même si oui,
c'est douloureux, mais il faut transformer la douleur en force. Et grâce au travail qu'on a fait ensemble, grâce à la formation que j'ai fait, grâce au Born to Coach, il y a beaucoup de choses qui m'ont apporté au point de vue professionnel, puisque j'en vis aujourd'hui, c'est mon activité, mais cette notion-là, en perso, c'est vraiment, pas un cadeau, parce qu'il faut aller chercher. Hein, tu parlais de cadeau tout à l'heure, mais là, c'est pas un cadeau, il faut aller chercher, il faut avoir le courage, il faut oser aller se confronter à ça. Et donc, du coup, je suis plutôt content, fier de ce parcours-là. Et puis, pour terminer, c'est vrai que cette gestion des émotions, cette compréhension de comment on fonctionne, ça nous permet de faire les meilleurs choix, d'orienter aussi des projets perso. Tout est plus clair, tout est plus fluide, tout est plus souple, un meilleur goût. Eh bien, écoute, merci pour ce beau partage, parce que c'est courageux et bon, c'est à ton image. Voilà, donc, et là, j'imagine que pour finir, cette bascule, avec cette bascule, finalement, ta vie n'est plus vraiment la même, quoi. Ce que tu disais, le contexte, ce qu'on disait, le contexte, c'est le même. Tu vois, on est chez moi, il fait beau, ça change pas. Non, mais c'est une bascule qui m'apporte un bonheur incroyable. Et ce qui est fort, c'est que ce bonheur-là, j'arrive à le diffuser et à connecter, à rendre les gens qui font appel à moi ou meilleurs ou plus performants. Enfin, ça dépend des cas, mais en tout cas, ce bonheur-là, je le partage dans ce sens-là, en m'ouvrant et en accompagnant les personnes, les projets dont je t'ai parlé au départ. Merci Laurent, merci à toi. Avec plaisir. On arrive au terme de cette interview. Avec plaisir. Et moi j'ai quelque chose à te dire, c'est la cerise sur le gâteau. Dis-moi. Parce que pour moi, en fait, ce qui est important, tu vois, après ce passage, après cet accompagnement, c'est que finalement, aujourd'hui, 3 ans après, on travaille ensemble sur des missions. Et c'est rare, si tu veux, d'arriver à ce niveau de relation avec quelqu'un que tu as accompagné, que tu as formé. Il y a différentes postures par rapport à ça. Mais on arrive finalement à travailler ensemble, donc dans le cadre de différentes missions. Et ça, c'est le plus haut niveau, si tu veux, d'autonomie qu'on peut avoir, c'est-à-dire c'est un niveau d'interdépendance. Au départ, on est dépendant de quelqu'un parce qu'on apprend quelque chose. Ensuite, on va devenir, devenir indépendant vis-à-vis de lui. On va vouloir en tout cas faire ses preuves, etc. Expérimenter. Voilà, etc. Et ensuite, on va arriver, alors je la fais courte, mais on va arriver justement à ce niveau d'interdépendance, c'est-à-dire qu'après l'indépendance, quand tu te rends compte que finalement tu es tout seul, parce que tu es allé plutôt à contre-dépendance, eh bien tu arrives à ce niveau d'interdépendance et d'échange où chacun est au même niveau finalement, au niveau d'égal à égal, et je dirais même d'adulte à adulte. C'est ça. Et ça, c'est un beau parcours et en tout cas c'est très épanouissant pour moi d'arriver à ce niveau de relation. Voilà. Écoute, tant mieux, merci pour ton témoignage. Laurent, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très vite. Voilà, cette interview est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'honnêteté et la franchise et la sincérité de Laurent. Il a appuyé sur 2 points. Le premier, c'est le savoir-être et le deuxième, c'est le questionnement. Donc le savoir-être, on va le voir dans la vidéo 2. À travers la matrice SIM qui va nous permettre de mieux vous comprendre, de comprendre vos mécanismes inconscients et d'où viennent vos motivations profondes qui peut-être quelquefois fait que vous ne vous comprenez pas. Et le questionnement, on va le voir notamment dans la vidéo 3 à travers le processus SADI et on rentrera bien sûr dans chaque vidéo en détail sur chacun de ces points, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, Laurent a insisté sur un point. Il a partagé avec vous le meilleur outil du coach.
Le meilleur outil du coach, ce ne sont pas des protocoles, ce ne sont pas des exercices, ce ne sont pas des techniques, c'est tout simplement le coach lui-même. Avec son altruisme, avec son intégrité, avec sa bienveillance, avec son exigence, un coach peut faire la différence et révéler le potentiel de quelqu'un. Voilà, c'est ça la douance d'un coach.